Pulsation Podcast, le podcast des HUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseils de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. C'était en novembre 2021, le 16 novembre, et là aussi c'est magnifique. Jamais dans mon parcours médical j'aurais pensé un jour pouvoir arrêter cette trithérapie. C'était étonnant du jour au lendemain de se dire « Ah, je l'ai plus ». Une fois n'est pas coutume, mais commençons cette histoire par la fin, car l'histoire se termine bien avec Romuald, que vous venez d'entendre, connu mondialement comme le patient de Genève, qui, comme 7 autres personnes à travers le monde, est en rémission du VIH, du virus de l'immunodéficience humaine. Comme les autres patients de Londres, de Berlin, de Düsseldorf, New York, City of Hope ou encore Marseille, Romuald a réussi cette prouesse d'éradiquer le VIH de son organisme à la suite d'une greffe de moelle osseuse pour guérir une leucémie très agressive. Mais à la différence des 7 autres patientes et patients, l'histoire de Romuald est tout à fait singulière et unique au monde, et c'est cette histoire que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de Pulsation Podcast, car le cas de Romuald est en train d'ouvrir de nouvelles portes au niveau de la recherche et de l'espoir. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Pulsation Podcast. Je suis Karine Paulien, journaliste, et vous propose aujourd'hui un épisode consacré au VIH et aux espoirs de guérison. Le VIH qui touche un peu moins de 40 millions de personnes dans le monde, environ 20 000 en Suisse, et une 60aine de personnes chaque année dans le canton de Genève. Professeur Alexandra Calmy, responsable de l'unité VIH, service des maladies infectieuses au HUG. Alors en fait, depuis Covid, les chiffres sont plutôt stables. On a observé une baisse du nombre de nouveaux diagnostics VIH durant la période Covid, ce qui était attendu puisque évidemment les centres de santé, les centres de dépistage étaient fermés pendant cette période. Ce qui montre bien, entre parenthèses, leur importance. Mais actuellement, je dirais, depuis 2-3 ans, les chiffres se montent entre 60 et 65 nouveaux diagnostics sur le canton de Genève de personnes qui vivent avec le VIH. Le VIH est un virus, le virus de l'immunodéficience humaine. Pour qu'il se transmette, il faut qu'une quantité suffisante de virus passe par l'échange de liquides corporels comme le sang, le lait maternel, le sperme ou encore les sécrétions vaginales. Revenons avec la professeure Alexandra Calmy sur les termes et le lien entre le VIH et le sida. C'est vraiment indissociable, effectivement, puisque le VIH est un virus et le sida est un syndrome. Donc le VIH a été découvert en 1983 et c'est à ce moment-là qu'on a pu mettre finalement un agent étiologique sur ce qui s'appelait déjà le sida. Alors le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, il est caractérisé par l'apparition soit de cancer, soit de maladies opportunistes qui profite, on pourra dire, d'un système immunitaire affaibli. Et c'est ça qu'on appelle le sida. Donc le sida, c'est vraiment des maladies qui sont bien définies, bien standardisées. Aujourd'hui, en raison notamment de la stigmatisation qui est associée au mot sida, de nombreuses personnes, y compris à l'OMS, suggèrent de modifier un petit peu ce langage et puis de parler plutôt de maladies VIH avancées. Parce que finalement, le sida, c'est un nombre de maladies assez standard, mais les personnes qui vivent avec le VIH peuvent avoir une immunosuppression qui mène à des conditions de maladie, de morbidité bien différentes et qui ne sont pas uniquement restreintes au sida. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que le VIH, c'est le virus qui cause une immunosuppression pour autant que la personne ne soit pas traitée par des antirétroviraux. Le VIH a été découvert en 1983, les traitements antirétroviraux en 1996. Je crois qu'il faut vraiment rappeler que 1996 a été une révolution. C'est la mise à disposition de trithérapies efficaces, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les Highly Antiretroviral Therapy, les HART, parce que pour la première fois, on disposait de traitements extrêmement complexes, certes, mais extrêmement efficaces. Et tout d'un coup, des personnes qui étaient promises finalement à un avenir sombre avec une létalité très importante, une morbidité très importante, devenaient des survivants et vivaient sans dommage avec évidemment des trithérapies assez complexes. Et depuis 1996, on s'est attaché à simplifier l'usage de ces trithérapies qui sont d'ailleurs devenues plus tard des bithérapies, c'est-à-dire qu'on utilise 2 agents, 2 molécules et aujourd'hui on dispose même de traitements injectables. Donc les personnes viennent tous les 2 mois recevoir leurs injections. Elles n'ont plus de cachet à prendre tous les jours.
Évidemment, pas tout le monde n'est éligible pour ces traitements, mais ça reste quand même une grande avancée et la plupart des personnes sont ravies de ces nouveaux traitements injectables. Mais pourquoi, hormis cette poignée de cas dans le monde dont on va parler aujourd'hui dans ce Pulsation Podcast, on n'arrive toujours pas en 2025 à guérir du VIH? Pourquoi ? Une des raisons principales, c'est l'établissement très rapide, après l'infection par le VIH, d'un réservoir anatomique, donc dans différentes parties du corps, notamment dans les ganglions, et puis d'un réservoir cellulaire, donc dans les cellules, et notamment les cellules qui nous défendent, les cellules immunitaires. Donc vous imaginez bien que ce virus a trouvé un système très ingénieux finalement pour se cacher, puisqu'il se cache dans les cellules mêmes qui devraient défendre le corps contre des virus. Donc ça, c'est un élément majeur qui gêne finalement la guérison et donc l'éradication dans toutes les cellules du virus VIH. Ah mais vous savez, moi comme jeu de mots, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours dit avec amusement, je suis séro mais positif. Nous retrouvons Romuald au téléphone qui a découvert sa séropositivité dans les années 90. Il avait 18 ans. J'ai eu la chance d'arriver à la période où était terminée cette période un peu sombre, malgré le fait que cela soigne quand même de l'AZT et tout ça. Je suis arrivé à la période où vraiment les traitements étaient beaucoup plus performants, on en prenait beaucoup moins, on n'était plus obligé de se réveiller la nuit pour en prendre. J'ai eu très peu d'effets secondaires par rapport à des amis que je connais qui ont eu quelques soucis ou des effets secondaires, mais vraiment j'ai très bien, moi et mon corps, survolé cette période avec la trithérapie. On a commencé d'abord par une bithérapie et ensuite une trithérapie et cela s'est relativement très bien passé. Donc vous suivez votre traitement jusqu'en 2018 et malheureusement en 2018 vous apprenez que vous avez contracté une leucémie particulièrement agressive. Tout à fait. En 2018, le 7 janvier, je me rappelle de cette date, on me diagnostique une leucémie, plus précisément un sarcome myéloïde biphénotype, qui nécessitait au plus vite une greffe de moelle osseuse. Quand on m'a parlé de ça à l'hôpital, j'avais le choix ou de me soigner et de trouver au plus vite un donneur anonyme, ou alors il me restait, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, 6 mois à vivre. Donc forcément, il fallait pour Romuald une greffe de moelle osseuse au plus vite. Or, il faut savoir que dans tous les cas de rémission du VIH qui étaient connus à l'époque, le point commun entre toutes ces personnes était une greffe de moelle osseuse portant une mutation particulière qu'on appelle CCR5 delta 32. Comment cela s'est-il donc passé pour Romuald ? Est-ce que la priorité était de trouver un donneur portant cette mutation génétique dans l'espoir de tenter à la fois d'éradiquer le VIH et guérir la leucémie ? Pour le savoir, direction le service d'hématologie des HUG afin de rencontrer Anne-Claire Mamet, hématologue et médecin de Romuald. Il faut bien remettre les choses dans le contexte que la maladie qui mettait en péril le pronostic vital de notre patient, c'était en premier lieu la leucémie aiguë ou le sarcome myéloïde. Cette maladie, on le sait, on peut la traiter avec de la chimiothérapie, mais pour réduire le risque de récidive qui est important, on doit procéder à une allogreffe de moelle à partir d'un donneur et pour que cette greffe se passe au mieux, on doit sélectionner un donneur le plus compatible possible. Donc l'important a été de trouver un donneur compatible. Et le deuxième critère, une fois que ce donneur a été sélectionné, c'était de savoir si on pouvait trouver un donneur à la fois compatible et porteur de cette mutation qui permettrait, par un coup double, si je puis dire, de éventuellement guérir le VIH, puisque c'est uniquement dans ces contextes-là que les rémissions durables du VIH ont été décrites par le passé. C'est en cas de greffe avec un donneur muté pour CCR5. Sur cette mutation CCR5 delta 32 et son impact sur le VIH, on retrouve la professeure Alexandra Calmy. Alors le CCR5 delta 32, c'est une protéine qui agit comme un corécepteur qui permet l'entrée du VIH dans les cellules, en collaboration avec le CD4. Alors je sais que c'est un petit peu technique, mais il faut se représenter ça comme une clé et une serrure. Les personnes qui, jusqu'en juillet 2023, jusqu'à ce qu'on rende publique la situation de Romuald, les personnes qui avaient été considérées comme guéries avaient reçu une greffe de moelle d'un donneur qui était porteur d'une délétion de ce CCR5 delta 32, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le mécanisme clé-serrure permettant l'entrée du virus dans leurs cellules. Mais dans le cas de Romuald, les choses ont été bien différentes. Anne-Claire Mamet. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible,
puisque sur le fichier international sur lequel on cherche des donneurs compatibles, il n'y avait pas de donneur qui présentait cette mutation. Dans le cas d'une transplantation de greffe de moelle, on ne peut pas attendre plusieurs années pour qu'un éventuel donneur soit sélectionné. Il faut que cette greffe soit faite dans les temps, sinon la maladie hématologique, la leucémie aiguë, récidive trop vite. Donc la greffe a eu lieu sans que le donneur présente cette fameuse mutation génétique. Sur le plan médical, la greffe s'est bien passée, il n'y a pas eu de complications majeures. Évidemment, c'est une procédure assez agressive qui justifie une hospitalisation longue de plusieurs semaines avec des effets secondaires très lourd. Et ensuite, qu'est-ce que ça implique, cette greffe ? Alors, dans les suites de la greffe, une des complications les plus importantes, c'est la maladie greffe contre hôte, qu'on appelle en anglais Graft versus Host Disease. On parle de GVH, c'est l'acronyme pour cette maladie, qui est en fait une réaction du greffon, donc des cellules greffées au patient à partir de donneurs, qui peuvent s'activer contre certains organes du patient. Ça crée dans les semaines, dans les mois qui suivent la greffe, des atteintes d'organes comme une atteinte de la peau, une atteinte du foie, une atteinte du tube digestif, qui peuvent être parfois modérées, parfois très sévères. Et cette complication touche environ 50% des patients greffés, donc c'est une complication fréquente. Pour éviter ça, on administre aux patients un traitement immunosuppresseur, mais malgré tout, on a parfois certaines GVH qui nécessitent des traitements encore plus forts. Et dans le cas de Romuald, comment ça s'est passé ? Alors dans le cas de Romuald, il a présenté une maladie greffe contre hôte avec une atteinte surtout au niveau du foie, qui a été contrôlé par un traitement immunosuppresseur renforcé, notamment à base de cortisone, ce qui fait qu'il a pu rester en ambulatoire, c'est-à-dire hors de l'hôpital, mais il a dû prendre des traitements immunosuppresseurs plus longtemps et donc être plus exposé à des risques d'infection. Romuald a été greffé en 2018. Grâce à cette greffe de moelle osseuse, non seulement il a guéri de sa leucémie, mais aussi du VIH. Alors au début, j'ai eu du mal beaucoup à y croire, et puis il a fallu attendre quand même pas mal de prises de sang pour être certain de tout ça, mais à chaque fois, c'était une nouvelle magnifique quand on m'annonçait, voilà, à nouveau dans la prise de sang, le virus n'est toujours pas là, on ne détecte pas, on ne trouve pas de réservoir. Je me suis dit, ouais, mais pour finir, même sans cette mutation, ça marche. Et quand je dis ça, j'ai pas même pensé qu'à moi, mais je me suis dit, waouh, si ça marche pour moi, sans cette mutation, j'ai pensé à l'avenir et aux autres personnes concernées, en me disant, c'est une nouvelle ouverture qui fait que on peut trouver encore d'autres périmètres. Romuald est un cas unique au monde. Sa greffe de moelle osseuse a éradiqué le VIH sans la mutation CCR5 delta 32, ce qui n'avait été jamais vu jusque-là. Que dit la recherche par rapport à cela ? Nous avons contacté le professeur Azier Saez Sirion, responsable de l'unité réservoirs viraux et contrôle immunitaire à l'Institut Pasteur à Paris. Il revient sur la maladie greffe contre hôte qu'a contracté Romuald suite à sa greffe, car c'est précisément cette maladie greffe contre hôte qui peut être aujourd'hui une source d'inspiration pour la recherche. Ça, c'est quelque chose qu'on soupçonne, mais que c'est vraiment impossible de prouver aujourd'hui parce qu'on ne peut pas aller analyser toutes les cellules dans tous les tissus de l'organisme. Une autre possibilité, c'est que justement, suite à ces réactions de greffon contre l'autre, il y a certaines cellules immunitaires, les cellules natural killers de l'immunité innée qui semblent jouer un rôle important. Et on a pu observer une amplification d'une sous-population de cellules tueuses naturelles, particulier dans les cas de Romuald, qui ont une activité antivirale assez directe contre le VIH. Donc, on se demande si ces cellules, à part avoir contribué à guérir son cancer, ont pu aussi contribuer de façon directe à éliminer les cellules infectées et même à garder un certain contrôle si jamais il reste quelques cellules infectées dans l'organisme. Et la dernière piste, c'est si les immunosuppresseurs, les molécules que Romuald prend pour calmer ces réactions de greffon contre l'autre pourraient jouer un rôle en empêchant la réactivation du VIH. Sur ce point, nous retrouvons la professeure Alexandra Calmi. Cet élément, c'est le ruxolitinib, qui est une molécule, disons, un immunosuppresseur. On appelle ça un JAK inhibiteur. Donc, c'était vraiment un traitement qui a été donné par nos collègues hématologues ici au HUG pour limiter la maladie greffon contre l'hôte qui était très prévalente chez lui. On s'est rendu compte que cette molécule, elle avait aussi un effet sur la façon dont le VIH se comportait dans les cellules.
Peut-être même qu'il agissait un peu comme un éteignoir. Il permettait d'éteindre un petit peu ou de rendre silencieux, transcriptionnellement, ce VIH à l'intérieur des cellules. Et ça, c'est très intéressant et c'est une piste de recherche qu'on a gardée dans un protocole qui a maintenant été approuvé, qui va débuter, j'espère, en 2025 à Genève, mais aussi en France, en collaboration avec l'Institut Pasteur et puis l'ANRS. L'ANRS, qui est donc l'Agence nationale de recherche sur le sida en France. Pour essayer de proposer cette fois quelque chose de beaucoup plus simple, qui est, pour certains patients, alors hautement sélectionnés bien entendu, cette molécule qui permettrait peut-être de rendre silencieux le VIH dans les cellules. Professeur Azir Saïd-Sirion. Espérons que ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça pourrait parler des applications beaucoup plus larges sans devoir passer par une greffe de moelle. Donc, en tout cas, ça passe de la description d'un cas à une source d'inspiration vraiment phénoménale à différents niveaux. Parmi les autres sources de recherche, il existe dans le monde des personnes qui, naturellement, arrivent à contrôler le virus VIH sans traitement. Elles font ce que les antirétroviraux font, mais elles le font naturellement. Est-ce que ces personnes sont aussi une source d'inspiration pour l'Institut de recherche Pasteur? Oui, c'est un peu la stratégie de notre laboratoire. C'est ça qu'on fait depuis un peu plus de 20 ans, c'est d'essayer de mieux comprendre quels sont les mécanismes qui permettent à certaines personnes de vivre avec le VIH mais sans traitement antirétroviral pour développer de nouvelles stratégies. Et là, on est dans une phase où on pense avoir compris certains mécanismes de contrôle et on essaye de développer de nouvelles stratégies pour induire ce type de mécanismes chez d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir contrôler le virus par leurs propres moyens. Quels sont les espoirs? On a probablement une dizaine de cas de personnes qui ont reçu une greffe de moelle, qui sont soit guéries, soit en rémission, comme on veut le considérer. Mais il y a probablement un millier de personnes qui sont identifiées comme contrôleurs naturels et une centaine de personnes qui contrôlent le virus après avoir interrompu les traitements. Ça commence à faire un certain nombre de cas importants. Et si ces personnes sont arrivées à le faire, et je pense qu'on peut se permettre d'espérer qu'on va arriver à induire ce même type de circonstances chez d'autres personnes, chez la majorité des personnes qui vivent avec le VIH. Peut-être ça ne sera pas une guérison complète pour tout le monde, mais au moins trouver un mécanisme qui permet à ces personnes de vivre avec le virus, mais sans que le virus puisse réapparaître et sans avoir besoin de prendre un traitement antirétroviral à vie. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment possible dans un futur à moyen terme. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on a commencé à s'intéresser par ce type de cas. On a identifié des pistes importantes sur les mécanismes qui semblent être associés à ces contrôles et on a rentré dans une phase, nous comme d'autres collègues dans d'autres laboratoires à l'international, où on essaye de vraiment appliquer ces connaissances dans les terrains thérapeutiques. Donc il y a des études précliniques, même des essais cliniques qui essayent d'induire ce type de réponse. Et j'espère que d'ici 4-5 ans, on aura les résultats des premiers essais cliniques qui vont nous dire si certaines de ces pistes, oui ou non, peuvent fonctionner. Si la recherche avance et les espoirs aussi, c'est évidemment grâce aux spécialistes, qu'ils et elles soient chercheurs ou médecins, mais aussi grâce aux patientes et patients. Romuald. J'aurais pu rester dans ma zone de confort parce que quand l'arrêt de la trithérapie, on me l'a proposé, c'était ma propre et seule décision. J'aurais pu dire non, je veux rester avec mon rythme, mon confort en disant non, je veux pas prendre le risque, mais j'ai aussi décidé d'arrêter pour l'avenir, pour l'espoir, pour les personnes concernées comme moi. Parce que si j'étais resté dans ma zone de confort, on ne serait pas aujourd'hui, vous et moi, en entretien. Il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé, il n'y aurait pas eu de patient de Genève, il n'y aurait rien eu de tout ça. Comme de donner mon sang, là encore, j'aurais pu, mon sang sert à Paris, donc à Pasteur, pour la recherche, bien sûr aussi au HUG, et là encore, je suis content parce que ce sang, mon sang qui est étudié partout, permet de découvrir des choses, et c'est grâce à ce sang-là, à ces prélèvements que la recherche peut avancer. Est-ce que vous avez rencontré le patient de Berlin, le patient de Londres ou d'autres patients? Non, pas pour l'instant. On est en contact, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore rencontrés. Je crois qu'il y a une journaliste aux États-Unis qui désire faire une photo de tout le groupe. Ça fait un peu Marvel, c'est super, quoi. Et concernant la prévention du VIH, un dernier message, professeur Alexandra Calmy? L'information, elle est clé. C'est ça qui évite les fausses
informations. Donc c'est très important de continuer à en parler dans les écoles, de continuer à parler du préservatif, de continuer à dire les bonnes choses, c'est-à-dire le traitement antirétroviral ne permet pas la transmission du virus lorsqu'il est pris correctement. Les personnes qui vivent avec le VIH ne sont pas dangereuses pour les autres. Enfin, toutes ces informations-là sont extrêmement importantes. Elles visent à améliorer les chances de dépistage des uns et des autres. Elles visent aussi à diminuer la discrimination dont font l'objet les personnes qui vivent avec le VIH. Donc, l'information est clé. Je dirais que aujourd'hui, si une personne n'a pas été dépistée, qu'elle le souhaite, eh bien, elle doit pouvoir le faire sans avoir à se justifier. Ça me paraît vraiment très important. Les personnes que l'on voit, je vous ai dit, il y a à peu près 65 personnes par année qui sont nouvellement diagnostiquées. Il y a une trop grande proportion de ces personnes qui arrivent tardivement dans les soins. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on sait qu'avec un traitement antirétroviral bien conduit, on peut éviter tout symptôme et toute manifestation du VIH de se déclarer. C'est la fin de ce Pulsation Podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. Un immense merci à toutes les personnes qui ont participé à sa réalisation. Romuald, Alexandra Calmi, Aziar Saez-Sirion et Anne-Claire Mamet. Excellente suite de journée et n'oubliez pas de vous abonner à Pulsation Podcast pour ne manquer aucun des épisodes à venir. À bientôt.